Je m'appelle Alexandre et aujourd'hui je vais vous présenter le mécanisme d'attention dans l'architecture des Transformers. Ce projet a été réalisé dans le contexte d'une ouverture à la recherche et s'inscrit dans le cadre de l'étude de modèles de langage et d'intelligence artificielle. Les Transformers constituent une avancée majeure dans le domaine du traitement de langage naturel et de l'IA. Introduits dans l'article Attention is all you need en 2017, ils ont rapidement démontré leur efficacité pour diverses tâches: traduction automatique, génération de texte, résumé automatique et bien d'autres. Leur principe fondamental réside dans la capacité à traiter une séquence de tokens en parallèle, grâce à un mécanisme d'auto-attention qui permet de repérer efficacement les dépendances entre mots ou parties d'une phrase. L'objectif de base d'un transformer est de prédire le mot suivant dans une phrase. Pour y parvenir, on commence par diviser le texte en tokens. Il peut s'agir de mots ou de fragments de mots. Chaque token est ensuite converti en embedding, un vecteur à haute dimension qui capture sa signification. Le transformer utilise alors ces représentations pour estimer la probabilité que tel ou tel token suive dans la séquence. Dans un espace vectoriel de grande dimension, les mots proches sémantiquement tendent à se retrouver à proximité. Les directions dans cet espace peuvent correspondre à des transformations linguistiques, par exemple, passer d'un nom masculin à un féminin. L'objectif est du coup d'enrichir ces embeddings en leur fournissant un contexte riche et pertinent. Ainsi, le même mot, selon la phrase, n'aura pas du tout, n'aura pas tout à fait la même représentation. Le mécanisme d'attention est le cœur du modèle transformer. Il permet à chaque token de consulter les autres pour affiner sa propre signification. Par exemple, ici le mot banc peut désigner un siège ou un groupe de poissons ou encore un banc de sable. Grâce à l'attention, du coup, le système choisit la représentation adéquate en fonction du contexte. Cette approche surpasse les méthodes séquentielles classiques car elle capte les dépendances à longue distance de façon plus fluide et rapide. Pour illustrer le rôle du contexte, on peut regarder les différentes occurrences du mot banc. Je me suis assis sur un banc dans le parc évoque un siège. Un banc de poissons nageait près de la rive, fait référence à un groupe de poissons. Et le bateau a heurté un banc de sable parle d'une formation géologique. Sans l'attention, le modèle ne saurait pas quelle signification choisir. Avec l'attention, par contre, chaque token s'enrichit des indices fournis par les mots alentours, ajustant ainsi la représentation. Ici, nous mettons en évidence qu'après avoir appliqué le mécanisme d'attention, l'espace de représentation peut changer de dimension. L'idée n'est pas simplement d'ajouter des dimensions, mais de transformer la disposition initiale des embeddings pour capter des informations textuelles plus riches. Par exemple, BERT-Base utilise un espace de 768 dimensions, tandis que GPT-3 peut aller jusqu'à 1024 dimensions ou plus. Cette augmentation permet au modèle de capturer plus de nuances, mais implique aussi plus de paramètres à entraîner. L'important à retenir est que la structure de l'espace est entièrement remaniée, ce n'est plus le même emplacement dans le nuage de points, même si la base part du même embedding initial. Le self-attention permet aux tokens d'interagir pour affiner leurs embeddings. Chaque token va générer trois types de vecteurs. Q, query, comment le token interroge les autres. K, qui, comment il se présente aux autres. V, value, la valeur brute d'embedding initialement associée au token. Ensuite, on calcule les scores d'attention en effectuant un produit scalaire entre chaque query et chaque key. Un score élevé indique que deux tokens sont pertinents l'un pour l'autre. Après normalisation, via le softmax, ces scores sont utilisés pour pondérer les vecteurs value
de sorte que l'embedding final d'un token inclut l'information issue des autres tokens jugés importants. Voici plus en détail, du coup, la façon dont sont produits les vecteurs query key et value. On applique au vecteur d'embedding initial des matrices de transformation et différentes. Chaque matrice est un paramètre du modèle appris durant l'entraînement. Cette opération projette les embeddings d'origine dans les espaces de dimension réduite, facilitant les calculs d'attention et améliorant les performances globales. Ainsi, chaque token aura trois vecteurs complémentaires, permettant au self-attention de déterminer finalement les dépendances entre tokens. Ici, nous voyons le produit scalaire entre chaque vecteur query et chaque vecteur key. Plus la similarité entre les deux tokens est grande, plus le score sera élevé. Pour la stabilité numérique, on divise souvent ce score par où est la dimension des des keys. Le résultat est une matrice de score qui indique à quel point chaque token doit prêter attention aux autres. Puis la fonction softmax convertit ces scores en probabilité et ce qui est déterminé la, et ce qui est détermine la pondération appliquée au vecteur value. Finalement, on obtient des embeddings réactualisés pour chaque token, intégrant du contexte pertinent venu de toute la séquence. C'est ainsi que le transformer parvient à modéliser les relations complexes sans traitement strictement séquentiel, rendant l'apprentissage plus efficace et plus rapide. Une fois le poids d'attention calculé, on l'applique au vecteur value. Chaque token va recevoir une combinaison pondérée des embeddings des autres tokens. Nouvel embedding, somme des values multipliées par leur poids d'attention par exemple. Et le résultat, chaque token dispose désormais d'une représentation enrichie par le contexte global. Mise à jour est ce qui confère au transformer sa flexibilité. Le sens de chaque mot est réinterprété à la lumière de tout son environnement. C'est ainsi que le même token peut prendre des significations différentes selon la phrase où il apparaît, comme on peut voir sur l'exemple. Le multi-head attention est une extension du concept de self-attention. Au lieu d'une seule tête d'attention, on en utilise plusieurs en parallèle. L'avantage ici, c'est que chaque tête peut apprendre à détecter des types de relations spécifiques. Par exemple, accord, sujet, verbe, relation, adjectif, nom, et d'autres. On peut aussi combiner plusieurs têtes, ce qui permet de capturer différents aspects du contexte. Par exemple, GPT-3 dispose d'un très grand nombre de têtes d'attention, jusqu'à 96 par bloc, ce qui lui permet de gérer des dépendances très longues et diverses nuances sémantiques. À la fin, on concaténe les résultats de chaque tête et on applique une nouvelle transformation linéaire pour obtenir l'embedding final de la couche d'attention. Alors ici, on illustre la taille potentiellement massive des matrices query et key et value. Chaque token est projeté via ces matrices de transformation. Et il en va de même pour chaque détention. Le nombre de lignes correspond au nombre total de tokens traités, donc la taille du batch, longueur de séquence. Le nombre de colonnes correspond à la dimension de l'espace de plongement, par exemple 768 pour Robert Bayes ou 1024 pour GPT-3, comme on l'a dit précédemment. Et la matrice value, elle représente des dizaines de millions d'éléments selon la taille du modèle et la longueur de la séquence, du coup, comme on peut voir sur le calcul. En pratique, la gestion de ces paramètres est cruciale pour la scalabilité du modèle. Plus on ajoute des têtes et plus la dimension d'embedding est élevée, plus le réseau est expressif, mais plus la charge de calcul et la mémoire nécessaire augmentent. Du coup, maintenant, on va aborder l'importance du masquage et sa raison d'être dans le mécanisme d'attention, particulièrement dans un modèle de langue génératif. Masquage empêche les tokens futurs d'influencer la prédiction des tokens précédents, garantissant du coup une génération causale, évitant les fuites d'informations. Alors, pendant l'entraînement, on remplace ces scores d'attention non autorisés avant l'apparition du softmax. Ce qui fait que du coup, les tokens masqués reçoivent un poids nul et n'entrent pas dans le calcul d'attention.
Du coup, ce principe est crucial pour que le modèle génère du texte de manière cohérente, token après token, sans pouvoir, entre guillemets, tricher en regardant la suite de la phrase. J'ai dit au début que du coup, on parlait dans le contexte d'un mécanisme génératif de texte. Ce qu'on va voir dans la suite, c'est l'application aux images, en cachant des pages. Maintenant, je vais vous présenter un exemple d'application de transformer visuel VIT en travaillant sur une image de matrice 4x4. Nous allons explorer comment un modèle de type Vision Transformer peut analyser une image divisée en petits morceaux appelés patchs et comment il peut en extraire des informations pertinentes grâce au mécanisme d'attention. Nous commençons avec une image 4x4 contenant une ligne horizontale au centre. L'objectif est de diviser cette image en plusieurs petits morceaux appelés patchs de taille 2x2. Ici, il a 4 éléments. Comme nous le voyons ici, notre image d'origine est segmentée en 4 patchs distincts, numérotés de P1 à P4. Ces patchs seront ensuite transformés en vecteurs qui seront utilisés pour l'apprentissage du modèle. Après, on va calculer des embeddings des patchs. Chaque patch ensuite est transformé en un vecteur embedding à l'aide d'une couche linéaire. Nous utilisons la formule E égale WX plus B où W est une matrice de poids apprise par le modèle. On génère ça par Python. X est entrée du patch et le B c'est un bias aussi calculé par le Python. Cela permet de projeter chaque patch dans un espace de dimension supérieure, facilitant ainsi son analyse par le modèle. Après, on va ajouter un encodage positionnel. Mais pourquoi? Lorsque nous divisons une image en patch, nous perdons l'information sur la position d'origine. Par exemple, euh, si nous reconstruisions une image sans tenir compte de l'ordre des patchs, l'image peut apparaître désorganisée comme ça. C'est pourquoi nous avons besoin d'un encodage positionnel. Il permet au modèle de savoir où chaque page se trouve dans l'image initiale. Du coup, il existe deux méthodes principales. Et donc, l'encodage appris, où chaque position reçoit un vecteur unique entraîné, et l'encodage sinusoïdal, défini mathématiquement pour attribuer une valeur en fonction de la position. Dans notre cas, on utilise encodage appris. Ça, c'est deux exemples, qui est un exemple qui est identico-patch at different location. Même si on utilise encodage positionnel, on a obtenu ce résultat. Après, on va expliquer pourquoi c'est pas en concaténation, mais c'est une addition de positions pour calculer un positionneur encoding. Du coup, le somme et maintient la dimension du vecteur dont il est plus efficace. La concaténation est double la taille d'entrée, augmente le coût computationnel et la somme est égale à la fusion naturelle de informations spatiales et de contenu. Ici, je fais le graphe pour comparer le, le size ou les mémoires. Si on fait addition ou concaténation, on peut voir que addition il est beaucoup mieux. Si on parle de size et de mémoire qu'on utilise. Du coup, le formule est donc un embedding final est égal ZI plus PI. Du coup, PI c'est encodage positionnel et ZI c'est contenu du patch. Encodage positionnel est généré par Python aussi. Après, on va calculer des vecteurs Q, K et V. Une fois les patchs transformés en vecteurs d'embedding, nous devons appliquer l'auto-attention pour cela.
nous calculons trois vecteurs essentiels, qui et query, la requête pour comparer une page aux autres, k et key, la clé utilisée pour effectuer cette comparaison, et v, c'est la valeur qui sera pondérée en fonction de l'attention attribuée. Ces vecteurs sont obtenus à l'aide de transformations linéaires, qui égale wq fois e, k égale wk fois e et v égale wv fois e. Dans cet exemple qui utilise l'image 4x4, il illustre la chaîne de calcul de l'attention sans montrer explicitement la phase d'apprentissage via une fonction de perte. Du coup, il est sans lien direct avec un objectif d'optimisation, comme on va faire après la reconstruction d'une zone masquée. Ici, ça c'est le résultat avec exemple de 4x4. Mais dans notre application, les matrices WQ, WK et WV sont optimisées pendant l'entraînement afin de minimiser le quadratique moyen entre la zone reconstruite et la zone réelle. En d'autres termes, le processus d'optimisation guide l'apprentissage des paramètres du modèle, y compris ceux de WQ, WK et WV. Du coup, pour le mécanisme d'attention se concentre sur l'extraction de l'information pertinente à la tâche de restauration. Ici, ça c'est le code généré dans la couche application après, qui on peut voir, il est explicitement qui KIV, mais il utilise la couche, la linéaire interne, du coup, on toujours le qui KIV après. Euh, pour la restauration, on minimise le MSE. La fonction d'erreur minimisée est donc nn.fse_lost. Le quadratique moyen, ou mean square error, cela revient à chercher à reconstruire le contenu manquant de manière à minimiser la moyenne des carrés, des écarts entre les valeurs prédites et les valeurs réelles des pixels. Et pour la classification, qui est après notre exemple de 4x4, on minimise la cross entropy. La fonction d'erreur minimisée est donc nn fois cross entropy lost. Du coup, il est utilisé pour comparer la distribution prédite, issue de la tête MLP, aux étiquettes réelles de classe, et mesure la divergence entre la probabilité prédite pour chaque classe et classe réelle. Après, on va calculer le calcul de l'attention. Le mécanisme d'attention fonctionne en trois étapes: calcul le score, application d'une softmax et le somme pondéré. Le calcul de somme entre chaque patch et en effectuant une produit scalaire entre les vecteurs Q et K. Oui, le D ici, c'est la dimension de embedding de 8. Le application softmax pour obtenir des points d'attention qui indiquent quels patchs sont les plus importants pour chaque requête, et le somme pondéré des vecteurs V selon ces points pour attention pour obtenir une représentation finale affinée de chaque patch. Nous pouvons visualiser ces scores sous forme de cartes d'attention ici, qui montrent quelle partie de l'image influence le plus le modèle. Ici, on peut dire c'est les deux patchs. En bas ici, c'est en fait c'est le suite de en ligne horizontale 1 ici. Du coup, ici c'est le plus en considéré important. Après, on fait le calcul du résultat final. Après le mécanisme d'attention, nous regrouperons les informations extraites de chaque patch et passons toutes à une tête MLP, perception multicouche, pour obtenir une classification finale. Du coup, dans notre exemple, le modèle prédit que l'image appartient à la classe 0, qui est bien en ligne horizontale, ici, ce qui est bien la structure d'image d'entrée. Aussi, on peut voir ici la fonction de softmax pour cette étape.
En résumé, nous avons montré comment une vision transformée peut segmenter une image en patch, appliquer l'encodage positionnel, utiliser auto-attention pour extraire des informations et enfin, classer ou reconstruire une image. Ce principe est utilisé dans de nombreuses applications, notamment en vision par ordinateur pour des tâches comme la reconnaissance d'objets ou la restauration d'images. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie qui concerne la restauration d'images à l'aide de Vision Transformer. On a des problèmes, c'est donc le modèle entraîné ne pouvait pas reconstruire une image manquante. Il classifiait seulement des images complètes. Du coup, il a besoin d'un modèle capable de prédire des pixels de l'image. Avant de commencer, il est important de comprendre la différence entre classification et restauration. La classification, le modèle attribue une classe à une image complète. Et la restauration, et donc le modèle doit reconstruire des images, des pixels, pardon, manquant on se base sur le contexte environnement. Dans notre première tentative, nous avons testé une fine-tuning du modèle en masquant un seul pixel et on demande au modèle de le reconstruire. Mais cependant, cela a posé un problème et donc le modèle prédit toujours la même valeur pour les pixels masqués, indépendamment du contexte. Et donc notre euh, hypothèse est une seule pixel isolé ne contient pas assez d'informations contextuelles pour être correctement reconstruit. C'est pourquoi nous avons décidé de changer notre approche. Plutôt que masquer un seul pixel, nous avons adopté une nouvelle stratégie et donc masquer 2 fois 2 un patch entier de 2 fois 2 pixels aléatoire dans l'image. On entraîne le modèle à reconstruire l'ensemble du patch à partir du contexte. L'objectif est de fournir au modèle plus d'informations contextuelles afin d'améliorer la quantité de la restauration. Après, pour entraîner notre modèle à cette tâche, nous avons introduit plusieurs modifications. Génération automatique des images d'entraînement avec des motifs aléatoires. Masquage, masquage aléatoire d'une page entière 2 fois 2 par image. Et le modèle apprend ensuite à prédire les 4 pixels de page manquants en un seul sortir. Après, nous avons apporté des modifications essentielles au patch embedding et à l'architecture du modèle. Avant, le modèle prenait une image complète en entrée et sortait une classe parmi les 4, horizontale, verticale, croisée et autour. Maintenant, le modèle prend une image avec une page masquée en entrée et doit reconstruire les 4 pixels manquants sous forme de vecteur. Un changement aussi dans la sortie de réseau de neurones. Avant, c'est sortir de 4 classes avec une activation softmax. Et maintenant, il sortir 4 valeurs de pixels avec une activation sigmoid puisque les pixels sont entre 0 et 1. Après, on va entraîner du modèle. Notre modèle a été entraîné avec les paramètres suivants. 100 000 images aléatoires 4x4, masquage aléatoire d'une page 2x2 sur chaque image et optimisation avec algo de Adam et une fonction de perte mean square error. Après, on entraîne sur 30 époques pour assurer une convergence stable. Ici, c'est un peu haut aussi de loss vers 12%, 13%. Et ici, ça c'est le résultat que l'entrée, c'est une image normale, pas de pixels. Après, on le transférait à un pixel avec des bruits. Euh, Après, ça c'est l'image masquée. Et après, ça c'est le reconstructed image. Du coup,
on a 35% de valeur fail, 50% de valeur acceptable ou une peu près l'image originale et 15% de valeur parfaite. Comme ici, on peut voir dans l'exemple. Ici, c'est fail. Ici, c'est euh, dans 50% acceptable parce que il reconstruit bien, mais le couleur en total, c'est un peu plus noir que original image. Ici, ça c'est dans 50% aussi. Ici, ils vont voir le valeur parfait. Ici aussi, une valeur parfait. Et ici, euh, le valeur ici, c'est mal prédicté. Du coup, ça c'est le groupe de loss, comme la dernière fois entraîné. Du coup, le plus haut c'est 13% et vers le plus bas ici c'est 12, vers près de 13%. Du coup, nous avons vu comment Vision Transformer peut être utilisée non seulement pour la classification, mais aussi pour la restauration d'images. En adaptant son architecture et son entraînement, nous avons pu obtenir des résultats prometteurs.